Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture sur le livre, ou plutôt le guide, qui nous explique comment arrêter de trop penser. Un guide pour soulager vos pensées, enfin nos pensées excessives et tout ce qui est anxiété, avec des petites explications, des pratiques, des techniques. Et aujourd'hui, ce sera un peu plus axé sur les émotions. Un chapitre qui va être fort intéressant, je n'en doute pas. Sans plus tarder, on commence la lecture. Les émotions, ce qu'elles sont et comment les reconnaître. N'ayez pas peur de ressentir. Nous débutons ce chapitre par un impératif catégorique. Aucune émotion n'est mauvaise. Les êtres humains ont une propension naturelle à ressentir. Effectivement, pas de sentiment est commun à tous les êtres animés. Je voulais rappeler et souligner certains concepts qui ont déjà été largement abordés dans le livre « Intelligence émotionnelle, maîtriser l'anxiété et le stress en augmentant l'estime de soi et la positivité grâce à 7 règles simples qui vous permettront de vivre une vie heureuse ». Comme on peut également le constater dans le premier chapitre, l'émotion a toujours été un sujet de débat et de discussion. Qu'est-ce qu'une émotion ? Du latin « emovere » égale sortir, se déplacer, cela signifie faire ressortir. De par son origine, l'émotion fait référence à un état de l'âme qui nécessite de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Sachez que si vous évitez et essayez de cacher l'émotion, elle trouvera toujours un moyen de sortir. De quelle façon ? En attaquant votre corps. Mal de tête, mal d'estomac, douleur articulaire, acné. Pour éliminer ces situations désagréables, je vous conseille de vivre et d'écouter ce que votre âme vous communique. N'oubliez pas que les émotions sont fondamentales pour la survie de l'homme car elles nous permettent de saisir des facteurs externes qui, quelquefois, échappent à notre raison ou, comme mentionné précédemment, que nous refusons de voir. Pensez au nombre d'actions imprudentes que nous aurions pu commettre si la peur n'avait pas été présente. Les émotions sont comme des cloches. Elles nous avertissent et remuent nos âmes. Les émotions sont divisées en primaires et secondaires. Les primaires sont crainte, joie, colère, tristesse, dégoût, surprise. Certaines écoles de pensée placeraient également l'anxiété dans les émotions primaires. Je suppose personnellement que cette condition, plutôt que l'émotion, devrait être explorée séparément, ce que nous ferons plus tard. La peur. L'émotion primaire est en particulier présente chez chaque être humain. Plus précisément, il s'agit d'une réponse à un événement extérieur qualifié de dangereux par l'individu. C'est un événement qui marque particulièrement la personne et sa façon de concevoir les choses. La joie, émotion d'un bonheur extrême, c'est le résultat de l'accomplissement d'un événement remarquable. La joie influe sur l'humeur et les liens sociaux d'une personne. En général, ceux qui sont heureux avec eux-mêmes réussissent à établir des relations durables et significatives. Et la personne heureuse est capable d'attirer à elle, comme un aimant, d'autres positivités. La colère. La colère est une émotion difficile à maîtriser. En fait, de nombreuses personnes souffrent lorsqu'elles frappent à la porte. Ce n'est certainement pas une émotion agréable, mais comme toutes les autres, c'est une réponse de notre organisme. Elle survient lorsque l'individu se sent attaqué et doit donc se défendre. La tristesse. L'émotion la plus redoutée par tous est sans aucun doute celle-ci. Nous nous retirons du monde extérieur et nous nous enfermons. On évite de sortir, de traîner avec des amis. Cet état de malaise extrême peut provenir des causes les plus diverses. Deuil, perte d'un être cher, rupture d'une relation amoureuse. Dégoût. Émotion désagréable, ennuyeuse ou répulsive. Habituellement, cette émotion est associée au sens du goût. J'ai mangé un bonbon amer, c'est dégoûtant. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Même une conversation avec une personne avec laquelle nous n'avons pas de sentiment particulier peut être répugnante, ou un mot utilisé dans un contexte inapproprié, une blague déplaisante, peuvent générer du dégoût. Surprise. L'une des émotions les plus énigmatiques qu'une personne puisse éprouver est quand quelque chose d'inattendu, de non planifié survint. Saviez-vous que les émotions possèdent des couleurs ?
Cela vient du fait que chaque couleur est liée à une partie de notre esprit qui, lorsqu'elle est activée, détermine une émotion. Les couleurs sombres indiquent normalement des émotions négatives. Les couleurs claires, des émotions positives. Rouge est une couleur forte, vive et audacieuse. Il est généralement utilisé pour communiquer un état de danger. En psychologie, c'est la couleur de l'énergie. Bleu est une couleur délicate. Il est utilisé pour désigner un état de tranquillité et de sérénité. En psychologie, c'est la couleur de la spiritualité et de la sensibilité. Vert est une couleur équilibrée. Il est utilisé pour afficher la fierté. En psychologie, c'est la couleur de la résistance. Jaune est une couleur vive. Il est utilisé pour signaler le bonheur. En psychologie, c'est la couleur du changement. Les émotions secondaires dérivent de la combinaison des émotions primaires et sont l'envie, la culpabilité, la honte. L'envie. L'envie est une émotion secondaire et est la combinaison de la colère et de la tristesse. Elle survient lorsque la personne éprouve un sentiment d'infériorité envers quelque chose ou quelqu'un. L'envie repère son point de mire dans la comparaison. Comparer notre vie, notre partenaire, notre situation économique à un comparateur qui nous paraît plus confortable par rapport à notre propre situation peut provoquer l'envie. La culpabilité. Cette émotion est complexe. La personne a donc du mal à la reconnaître. C'est un amalgame de tristesse, de colère et dans certains cas de dégoût. Elle se manifeste lors d'une situation désagréable et surtout lorsque l'individu se sent coupable d'avoir fait quelque chose de mal. La honte, l'émotion sociale la plus redoutée. Cela fait suite à une situation de grande gêne et est vécue par l'individu parce qu'il a l'impression de ne pas être accepté et approuvé par les autres. Après avoir énuméré les différentes émotions, il convient de rappeler que les émotions désagréables ou agréables doivent être assumées. Cependant, il est fondamental que les émotions ne prennent pas le dessus et ne guident pas nos vies. Pensez à la panique, à la dépression. Dans ces cas, l'émotion perçue par l'individu dépasse les limites, réduisant la vitalité et la volonté de vivre. Nous discutons d'une véritable invalidité de l'âme qui entre sur la pointe des pieds et ne sort plus. Pour éviter ces situations et ressentir correctement les émotions, il est essentiel de reconnaître ce que l'on ressent. Comment reconnaître les émotions ? Notre âme nous parle avec le son des émotions. Reconnaître ce que nous ressentons à un moment donné nous permet de gérer et de réguler nos impulsions, nos émotions. Il n'est pas simple de reconnaître les émotions, surtout lorsqu'il s'agit d'émotions secondaires. Dans certaines situations, notre âme ressent une grande douleur qu'il semble presque impossible de survivre. Nous devenons une véritable bombe à retardement, prête à exploser, sans crainte des conséquences. Après avoir constaté qu'il n'est pas facile d'identifier les émotions, tentons de comprendre comment il est possible de les nommer. Pour nous aider dans cette mission quasi impossible, le corps vient à notre secours. Aristote a dit que le corps est la prison de l'âme, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Le corps articule ce que l'âme crie dans le visible. Nous pourrions définir le corps comme une scène, et l'âme comme le metteur en scène. Chaque fois que nous ressentons des émotions, une partie du corps est mise en évidence. Les spécialistes du langage corporel ont mis au point une véritable carte qui nous permet de comprendre la réaction corporelle à une émotion. L'émotion dans cette carte est identifiée comme une forme d'énergie se concentrant dans certaines zones. Lorsque nous ressentons de la tristesse, toute l'énergie vitale est éteinte. Seule une petite partie reste allumée dans le cœur et la tête. Lorsque nous ressentons du bonheur, toutes les zones du corps sont allumées. Lorsque nous éprouvons de la colère, l'énergie est concentrée dans le haut du corps, en particulier dans les mains. Lorsque nous avons honte, l'énergie se concentre sur le visage et les joues. Lorsque nous goûtons à la peur, l'énergie est concentrée dans le haut du corps, en particulier dans la poitrine. C'est pourquoi, lorsqu'une attaque de panique survient, le premier point où nous ressentons une douleur est la poitrine.
dépression, l'énergie est complètement absente. Notre corps est dans un état d'interdépendance totale avec notre esprit, à tel point que l'ancienne médecine japonaise a triomphé à identifier les organes impliqués dans les processus émotionnels. Examinons-les ensemble. Les reins sont liés au sentiment de peur. Les poumons sont liés à la tristesse. Le foie est lié à la colère. Le sentiment de bonheur est lié au cœur. La rate est liée au sentiment de mélancolie. Ainsi, ce que nous avons discuté jusqu'à présent peut trouver une concrétisation dans la médecine chinoise et en général dans l'ensemble du monde oriental. Plus tôt, je n'ai pas mentionné l'anxiété en tant qu'émotion, car je maintiens qu'il s'agit d'un état totalement complexe qui doit être analysé en détail. Je voudrais préciser que je ne me substitue à aucun avis médical, que je ne suis pas psychologue et que je ne suis pas un professionnel dans ce domaine. Tout ce que j'explique est le résultat de l'expérience et de plusieurs années d'études. Qu'est-ce que l'anxiété ? L'anxiété est un état, mélange de facteurs externes et non externes, qui tend à bouleverser les projets d'une personne. Elle peut être momentanée, c'est-à-dire liée à une situation spécifique. Exemple, demain j'ai un examen, demain j'ai un entretien d'embauche. Ou bien ne se présente sans aucune motivation. Dans le premier cas, nous sommes confrontés à une situation que nous considérons comme normale. Dans le second cas, en revanche, la situation peut être alarmante et devenir une véritable maladie. Les causes de l'anxiété ne sont pas connues à l'heure actuelle, mais nous pouvons dire qu'elle survient dans des situations particulières. La rupture d'une relation, deuil, stress au travail, un environnement hautement dysfonctionnel, prédisposition génétique, prédisposition de caractère. Bien sûr, l'anxiété en soi n'est pas une maladie. Au contraire, les psychologues affirment qu'il s'agit d'une émotion substantielle car c'est elle qui prévient l'individu d'un éventuel danger. N'ayez donc pas peur de ressentir de l'anxiété. Nous développons ce concept en expliquant dans les plus grands détails les différents types d'anxiété, dans les chapitres suivants. N'ayez pas peur d'écouter. L'intelligence émotionnelle. Comme nous l'avons déjà signalé dans le livre précédent, l'intelligence émotionnelle apprivoisait l'anxiété et le stress en augmentant l'estime de soi et la positive avec cette règle simple. Nous savons que l'intelligence émotionnelle est une partie de notre intelligence qui est responsable de la reconnaissance et de la gestion de nos émotions et de celles des autres. Cela peut se récapituler en un simple mot, empathie. Ce mot était déjà utilisé dans la Grèce antique, le mot pathène signifiant sentir, souffrir. Au fil des siècles, le sens du mot est resté inchangé. Aujourd'hui encore, une personne capable de ressentir la douleur d'autrui est considérée comme empathique. L'individu empathique est celui qui souffre le plus car il assume tout le mal l'entourant. Il est fondamental de gérer sa propre douleur. Dans certains cas, il est pressant de créer une sorte de barrière entre la douleur des autres et la personne. Daniel Goleman, fondateur du concept d'intelligence émotionnelle, place l'empathie parmi les composantes capables de favoriser l'intelligence susmentionnée. Les autres composants fondamentaux sont motivation, sensibilisation, maîtrise de soi, compétence sociale. Pour Goleman, il est vital que l'individu a une excellente raison de changer. Les émotions sont reconnues, il est donc essentiel que l'individu ait acquis un certain degré de conscience. Après avoir reconnu l'émotion, l'individu doit être en mesure de la contrôler, il doit donc maîtriser les émotions fortes. Lorsque les gens gèrent leurs émotions, ils sont en mesure d'établir des relations stables avec le monde extérieur. Freud, les pensées inconscientes. En 1900, le psychologue Sigmund Freud a lancé une nouvelle méthode dans le domaine de la psychologie, appelée psychanalyse. On lui attribue notamment la découverte de l'inconscient, la partie instinctive de l'homme. Ainsi, on peut déjà concevoir à travers ces notions que pour Freud, l'esprit de l'individu se façonne d'une partie rationnelle et d'une partie irrationnelle. Afin de faciliter la compréhension de ce concept, nous emprunterons la métaphore de l'iceberg. Imaginez un iceberg immergé dans l'eau. La partie qui sort de l'eau est la partie consciente dont l'individu est conscient.
La partie immergée est l'inconscient, la partie qui échappe à la raison humaine. L'inconscient est lui-même constitué de préconscients, éléments qui échappent à la raison humaine mais qui peuvent facilement être mis en évidence si les bonnes techniques sont utilisées. Inconscient, éléments qui échappent à la raison humaine, tels que pensée automatique, instinct, impulsion. Selon Freud, l'inconscient ne pouvait être découvert que par l'hypnose, une méthode développée par Charcot, grâce à laquelle l'individu, avec l'aide d'un professionnel, pouvait entrer en contact avec son inconscient. Après un certain temps, Freud a éliminé cette méthode parce que les personnes entraient dans un état catatonique et par conséquent n'étaient pas en mesure de comprendre la raison et l'origine du malaise et a développé la méthode des associations libres. Dans ce cas, la patiente devait rapporter tout ce qui lui passait par la tête. Sur la base de ces découvertes, Freud a élaboré que la personnalité de l'individu se caractérisait de 3 parties. ES, moi, supermoi. Est générateur des pulsions irrationnelles de l'individu, la partie totalement irresponsable et irrationnelle de l'individu. Cela correspond au principe de plaisir. Moi est la conscience et la perception de l'individu. Sa tâche est de servir de médiateur entre les impulsions du moi et les censures du surmoi. Il réfère au principe de réalité. Supermoi est la partie de la personnalité que l'on pourrait qualifier de sévère. C'est la conscience morale, celle qui impose des interdits et des contraintes sociales à la satisfaction du plaisir. Ainsi, nous pouvons bien analyser que l'ego a une tâche très ardue. Malheureusement, il ne réussit pas toujours. La pression exercée par le ça et le surmoi n'est pas aisée à gérer. Que se passe-t-il si l'ego ne parvient pas à médiatiser les impulsions ? L'ego, désormais épuisé, met en place des mécanismes de défense de l'ego, c'est-à-dire les techniques que l'ego utilise automatiquement afin de se protéger. Les mécanismes de défense du moi ont été analysés et explorés par la fille de Sigmund Freud, Anna Freud. Anna Freud a décrit différents mécanismes de défense. Il est utile de détailler et de rendre compte des divers mécanismes développés afin de comprendre si nous avons vécu de telles situations au moins une fois dans notre vie. Toute cette introduction sur le plan psychologique est destinée à aider l'individu à redécouvrir le côté positif des choses. Il n'est pas possible de trouver son côté positif si l'on ne reconnaît pas d'abord les éléments qui caractérisent l'esprit humain. Régression. L'ego revient à un état de développement antérieur, généralement à la suite d'un traumatisme majeur d'une situation stressante. En fait, la personne revient à une époque où elle n'avait pas de problème. Répression. Un mécanisme pratiqué par l'ego pour empêcher les mauvaises pensées de devenir rationnelles et conscientes. En fait, nous parlons de désirs, d'idées, de peurs qui sont enfermés dans le « est ». Refus. L'ego ne veut pas accepter la réalité. Ce mécanisme se met en place notamment dans les situations de deuil. La personne nie ce qui s'est passé et se réfugie dans des souvenirs pour la maintenir en vie. Rationalisation. L'ego établit une distorsion des événements extérieurs afin qu'il ne les considère pas comme menaçants. Dislocation. L'ego effectue une substitution des désirs. En bref, nous remplaçons un désir qui génère de l'anxiété par un autre qui n'en génère pas. Projection. Le moi se projette sur des objets, des personnes, des parties de lui-même. Exemple, la personne qui se dispute va désigner l'autre personne. Déménagement. L'ego a tendance à effacer un souvenir énormément douloureux. D'où l'importance de la découverte faite par Freud, puisque l'inconscient est toujours présent. Combien de peurs non résolues, de traumatismes, de phobies avons-nous ? Combien de fois avons-nous mis en place des mécanismes automatiques ? Ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous n'êtes pas le seul à qui cela arrive. L'essentiel, comme cela a déjà été expliqué dans les émotions, est que celles-ci soient temporaires et ne deviennent pas une structure rigide. Comment l'inconscient se manifeste-t-il ? Notre inconscient frappe parfois à la porte et nous le laissons entrer tranquillement. Habituellement, il se manifeste la nuit, dans des rêves ou par des lapsus, lorsque nous utilisons le mauvais mot.
L'inconscient peut se manifester à travers toute forme d'art. Souvent, les peintres les plus célèbres posent simplement leur pinceau sur la toile pour créer des œuvres sensationnelles. Dans ce cas, la raison cède la place à l'imagination, l'ami de notre inconscient. Comment être heureux ? Dans les chapitres précédents, nous avons discuté du concept de bonheur et des émotions qui y sont liées. Dans ce chapitre, nous allons explorer les composantes essentielles pour atteindre ce but tant recherché et en particulier, nous nous concentrerons sur les différents chemins à prendre pour atteindre notre fameuse pensée positive. Nous avons déjà mentionné que le bonheur n'est pas un facteur absolu et objectif. En effet, il peut prendre différentes formes et se présenter sous diverses apparences. Il existe de multiples variables qui conduisent à l'émergence de cette affection. Je voudrais vous rappeler que le bonheur, au sens strict, ne dure qu'un instant. Lorsque nous le vivons, nous le voyons déjà partir. Prévert a dit « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». En effet, la société, les adversités de la vie ne nous permettent pas de nous détourner de l'état naturel. La souffrance, les soucis et les responsabilités nous ramènent sur terre. Alors, ce que nous recherchons, c'est l'équilibre, la sérénité. Quelles sont les variables qui nous permettent de vivre en équilibre? Que devons-nous faire pour atteindre le bien-être? Oubliez, du latin démentecar, perdre la tête. Chassez de votre esprit tous ces problèmes, ces pensées qui vous ont blessé. Mettez de côté les vieilles rancunes. Libérez-vous des fardeaux et des oppressions qui ne vous laissent pas dormir la nuit. De quelle façon? En pardonnant. Tout ce que nous voulons oublier est habituellement lié au traumatisme que nous avons vécu. Pour oublier ce qui nous a blessés, nous devons d'abord nous pardonner à nous-mêmes. La cause du problème n'est pas toujours à chercher chez les autres. Pardonnez-vous pour toutes les fois où vous n'avez pas cru en vous. De cette façon, le souvenir qui vous a blessé s'adoucit et perd son importance. Une fois que cela est fait, il sera possible d'oublier. Oui, résilient. Si tu dois tomber un jour, trouve la capacité de rebondir. Ne te brise pas en 1000 morceaux. Oui, être en mesure de toujours trouver le côté positif en toute chose. Les adversités de la vie ne doivent pas toujours être qualifiées de négatives. Vous devez être capable de transformer les expériences négatives en expériences sans aucune connotation. Ce qui vous arrive dans la vie n'a pas besoin d'être étiqueté, il suffit de le laisser se produire. Vous êtes en situation d'extrapoler la meilleure partie dans tout. Ne couvez pas. Combien de fois avez-vous eu des maux de tête parce que vous ne pouviez pas vous arrêter de penser? Analyser une situation, un problème de manière obsessionnelle et dans tous ces aspects ne résoudra rien. Il est improductif de penser à toutes les différentes possibilités qui se sont présentées au cours d'une situation. De réfléchir à la décision prise ne changera pas le cours des choses. Exemple, si au cours d'une dispute vous avez préféré fuir plutôt que de rester, ne vous en voulez pas. Acceptez ce qui est passé. Vous interroger sur les raisons de votre action ne vous apportera aucune réponse. Que pouvez-vous faire? Laissez-vous aller. Soyez présent. Avez-vous déjà expérimenté le sentiment de ne pas être à votre place, même au milieu d'un groupe d'amis? Vous est-il déjà arrivé au cours d'une conversation de perdre le fil de la conversation et de vous retrouver à la fin de celle-ci sans avoir rien compris? Cela se produit parce que vous n'êtes pas totalement connecté à votre environnement. Pour vivre une vie positive, il est crucial que vous soyez présent. Ne vous cachez pas derrière vos 1000 pensées, car à un moment donné, vous vous perdez. Ne soyez pas rancunier. Les personnes rancunières sont celles qui vivent la vie de la manière la plus poignante possible. Ne trouvez-vous pas extrêmement triste de vivre votre vie en souhaitant et en accumulant des sentiments négatifs envers les autres? Selon la loi de l'attraction, nous attirons ce que nous ressentons. Si nous ressentons beaucoup de douleur, l'univers nous le renverra. En général, les personnes qui vivent dans l'attente d'une vengeance sont celles qui ne trouveront jamais la sérénité pour une raison très facile. La vengeance ne viendra peut-être jamais. Et que faire? Voulez-vous attendre ou êtes-vous prêt à oublier? Échec. Certaines personnes disent que pour comprendre le goût du succès, il faut d'abord tomber. C'est des plus grands échecs que naissent les plus grandes inventions, car l'être humain possède une capacité d'adaptation qui le distingue des autres êtres vivants. Il peut s'adapter à la défaite autant qu'à la victoire. Apprenez à être flexible et à rire de vos échecs.
Le courage. Étymologiquement, cor abeo, agir avec le cœur. Il est intéressant de voir comment ce mot est lié au cœur. Nous sommes habitués à voir le courage comme une caractéristique d'une personne sans cœur, mais au contraire, courageux est celui qui agit avec le cœur. Les personnes aimées, lien significatif, légèreté. Apprenez à distinguer les situations importantes des situations moins importantes. Apprenez à vivre avec légèreté. Attention, légèreté n'est pas synonyme de superficialité. Tout au long de votre vie, vous serez certainement amené à mener diverses guerres. Et c'est là qu'être léger devient un défi. Je ne vous demande pas cela, car c'est impraticable. Il suffit de gérer les choses avec calme, tranquillité et légèreté. Essayez toujours de trouver une solution de rechange. Ne pas consacrer trop de temps sur des situations, des problèmes, des circonstances qui pourraient être résolues en peu de temps. Laissez-vous porter par le cours des événements, sans rien planifier. Tout ce que vous planifiez sera voué à l'échec. Satisfaction. Comme l'a dit Pascoli, il faut être capable d'apprécier des choses individuelles. Je ne vous conseille pas d'être inerte et satisfait. Apprenez à tirer satisfaction même des petites choses. Très probablement, vous n'êtes pas conscient de l'importance de votre propre personne et de vos actions parce que vous pensez que vous devez en faire plus. Apprenez à vivre chaque succès. Regardez-vous, souriez et criez « Vous avez bien fait !» Dédicace. Fixez-vous des objectifs et poursuivez-les avec fidélité. Il n'y a rien de mieux que le bonheur et le sentiment de plénitude que procure la réalisation d'un objectif. Amati. La majorité d'entre nous, croyant que pour ressentir de l'amour pour nous-mêmes, nous devons prendre soin des personnes que nous aimons, ils passent leur temps à chercher constamment quelque chose qui puisse nous rendre heureux. Nous pensons de manière tordue. Pour m'aimer, je dois faire des choses qui me font réaliser que je mérite l'approbation et l'amour. En réalité, ce n'est pas le cas. Personne ne peut nous aimer autant que nous nous aimons nous-mêmes. Faites toujours passer votre vie en premier et ne vous effacez jamais au profit des autres. Donnez-vous du temps. Si quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu, ne vous énervez pas. Ce n'était peut-être pas le moment. Donnez-vous le temps de le traiter. Dans les périodes extrêmement fragiles de notre vie, nous nous retrouvons maintes fois à devoir faire face, non pas à des personnes extérieures, mais à nous-mêmes. Réagissez de la même façon que vous réagiriez s'il y avait eu une personne extérieure. Essayez d'être moins rigide avec vous-même. Il n'y a pas de pire juge que notre propre âme. Unicité. Apprenez à être conscient de votre unicité. Cela peut sembler banal et évident, mais ce n'est pas le cas. Malgré des milliers de défauts, vous êtes unique. N'accordez aucun poids au jugement des autres. Quoi que vous puissiez faire pour vous rendre efficace et vous faire aimer, ce ne sera jamais suffisant. Il y aura toujours quelqu'un qui jugera votre façon de faire, critiquera votre choix, votre façon d'être. La seule option à choisir, c'est sourire, hocher la tête et oublier. Détermination. Ne laissez personne se mettre en travers de votre chemin. Si vous voulez vraiment quelque chose, peu importe ce que c'est, faites tout ce que vous pouvez pour l'atteindre. Pensez au nombre de regrets que vous pourriez avoir si, au lieu d'agir, vous restez inerte. Participez et poursuivez votre rêve. C'est la fin de cette partie sur les émotions, sur Freud. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Ce n'était pas rentré dans le détail énormément, mais ça nous laisse voir beaucoup de choses quand même. Je pense qu'on se reconnaît tous dans certaines des émotions citées et dans les façons de faire. En tout cas, il est vrai que nous sommes notre pire juge, donc il faut réussir à lâcher du lest. On pardonnerait plus effectivement à des gens qu'à nous-mêmes. Donc je suis plutôt d'accord avec ces pensées-là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test de vous regarder dans un miroir et de préparer une réunion ou quelque chose comme ça pour le boulot, une formation, un PowerPoint que vous devez présenter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses. Mais quand vous vous entraînez, vous vous regardez dans une glace et c'est hyper dur à faire. Et comme moi, là, à l'heure actuelle, où je parle tout seul et trouver mes mots, parler un peu dans le vide, et je trouve que c'est un exercice assez difficile et c'est bien de le faire pour se rendre compte comme c'est dur, mais comme aussi on est dur envers nous-mêmes, alors que finalement
ça n'en vaut pas la peine d'être aussi dur avec nous-mêmes, on peut se pardonner. Et c'est vrai que plus on se pardonnera, plus on vivra heureux. Et c'est bien plus facile à dire qu'à faire. J'ai hâte de voir la suite, la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit si tel est le cas. À bientôt!